Législative du 8 janvier 2023. Le débat. Madame, Messieurs, bienvenue et merci d'avoir répondu présent à l'appel de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication pour ce débat qui s'inscrit dans le cadre de la campagne médiatique pour les élections législatives de cette année. Vous avez librement adhéré au principe de ce débat, cela vous honore. Et cette confrontation d'idées va se mener autour de la question de la coopération régionale et sous-régionale. Le Bénin, vous le savez, est membre de plusieurs parlements internationaux tels que le comité interparlementaire de l'UEMOA, le parlement de la CEDEAO, le parlement panafricain. Mais qu'est-ce qu'il en tire? Comment se joue et se déjoue la diplomatie parlementaire, nos relations avec nos voisins, mais également avec les institutions sous-régionales? Dans un contexte sécuritaire assez tendu aujourd'hui, quel levier activer pour renforcer la coopération régionale et sous-régionale? Voilà quelques questions qui seront au cœur de notre débat. Mais avant d'aller un peu plus loin, mon confrère va nous rappeler à tous les règles qui vont guider la conduite du présent débat. Loris Fridi Davor, bonsoir. Bonsoir chers tous, bonsoir mesdames, messieurs, merci de prendre ce débat. Les règles dans cet exercice sont les suivantes. L'ordre de prise de parole à l'issue du tirage au sort permet aux partis les démocrates d'ouvrir ce débat. Ce parti sera suivi du parti Bloc républicain, le BR, à la deuxième place. Troisième place, la FCBE, pour prendre la parole dans ce débat. Et puis le MPL vient en quatrième position. L'UDBN sera la cinquième formation politique à s'exprimer dans cet exercice. Et puis le MOEL Bénin vient à la sixième place pour prendre la parole. Et pour terminer dans l'ordre du tirage au sort, bien évidemment, l'Union progressiste, le Renouveau, à la septième place, bien évidemment, à l'issue du tirage au sort. Ce n'est pas tout pour ce qui concerne les règles dans ce débat. Chaque formation politique aura droit à 12 minutes rigoureusement. Eh bien, il vous revient d'en faire usage judicieusement pour ne pas avoir à vous taire et assister vos autres pairs s'exprimer. Voilà pour ce qui concerne justement les règles à observer dans cet exercice. Voyons maintenant les différents profils ici présents. Le parti MOEL Bénin, représenté par Modeste Desroutins, bonsoir. Bonsoir, chers journalistes, bonsoir au peuple béninois. À vos côtés, le Bloc républicain, c'est M. Mohamed Aguil Chabil Lafia qui porte la voix de cette formation politique. Bonsoir. Bonsoir, chers journalistes, bonsoir au peuple béninois. Le MPL, Gafarou Raji, bonsoir. Bonsoir, chers amis, bonsoir au peuple béninois. Et le parti Les Démocrates avec Saliou Akadiri. Bonsoir, chers journalistes, bonsoir à nos téléspectateurs. La force Kori pour un Bénin émergent est représentée sur ce plateau aujourd'hui par M. Salomon Oyo. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir à tout le peuple béninois. L'UDBN sur ce plateau, Hervé Bonaventure Benaou, bonsoir. Bonsoir, monsieur les journalistes. Je salue les Béninois de l'intérieur et de la diaspora. Et puis nous passons aussi les civilités aux représentants de l'UP, le Renouveau, Séfis Béo Aguiar, bonsoir. Bonsoir, monsieur Aguatan, bonsoir, monsieur Davor. Heureuse année à tous nos concitoyens. Nous allons sans plus tarder aller maintenant dans le vif du sujet. Ma première question s'adresse aux démocrates. Quelle appréciation faites-vous de la diplomatie parlementaire telle que menée jusqu'ici? Nous parlons de coopération internationale, de traités, d'accords internationaux, de relations interparlementaires et d'intégration interafricaine. Monsieur Akadiri. Merci, monsieur le journaliste. On ne peut pas parler de diplomatie parlementaire sans se référer à la diplomatie au plan national, et qui est une forme de mise en œuvre de la politique extérieure d'un pays à travers son organe principal qu'est le ministère des Affaires étrangères. La diplomatie telle que nous la voyons depuis 2016 se caractérise par une forme d'improvisation et de tâtonnement
dans la mise en œuvre de la politique extérieure du Bénin, qui est le regard que porte le Bénin sur le monde extérieur afin de se positionner pour en tirer les meilleurs intérêts possibles. On a constaté la réduction des postes diplomatiques, la réduction drastique du personnel. Or, c'est à travers ces services extérieurs et le personnel qui y travaille que l'on arrive à développer une coopération qui peut s'étendre dans plusieurs domaines. Pour parler du sujet qui nous intéresse ce matin, la diplomatie parlementaire telle que nous l'avons observée depuis, nous savons que depuis 2016, le Parlement que nous avons à partir des élections 2019, nous savons dans quelles conditions ce Parlement a été mis en place. Un Parlement issu de l'exclusion de plusieurs partis d'opposition, ce qui a entraîné les troubles que tout le monde connaît et que tout le monde a vu. Les alertes qui sont données à droite, à gauche, viennent justement des conditions d'arrivée de ces députés-là. À partir de là, la coopération que cette Assemblée est appelée à développer ou à développer a été largement sanctionnée par le regard que les pays avec lesquels nous coopérons, et au-delà, les parlements de ces pays-là, eh bien, le regard qu'ils ont porté sur ce Parlement-là a fait que la coopération, la diplomatie parlementaire qui devait être une diplomatie active, cette diplomatie-là a été considérablement, vraiment ternie dans son image par les conditions d'arrivée de ce Parlement issu des élections de 2019. Nous aurons l'occasion d'aller plus loin. Le parti Bloc républicain à présent, quelle lecture fait votre formation de la diplomatie parlementaire au Bénin? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Alors, comme vous le savez, la diplomatie, d'abord, il y a la diplomatie classique qui est menée par le gouvernement à travers le ministère des Affaires étrangères et les différentes missions diplomatiques et les postes consulaires. Alors, c'est en appui à cette politique classique du gouvernement en matière de mise en œuvre justement de la politique extérieure que le Parlement également, en tant qu'institution, joue un rôle d'appui. Ce rôle d'appui passe par la représentation du peuple auprès de ces organisations internationales et notamment au niveau des organisations sous-régionales et régionales. Au niveau du parti du Bloc républicain, comme vous le savez, nous sommes actuellement membres de plusieurs organisations régionales et sous-régionales à travers le Parlement où nous siégeons. Il s'agit concrètement de venir dans ces instances-là pour représenter nos compatriotes, défendre les intérêts du peuple béninois et voir dans quelle mesure tisser des liens de coopération avec ces parlements, d'abord au plan bilatéral, mais également au plan multilatéral. Donc c'est vraiment une stratégie qui vient en appui au dispositif déjà mis en place par le gouvernement, c'est-à-dire la politique extérieure, à travers nos ambassades et nos consulats, qui aujourd'hui font du Bénin vraiment un pays très respecté sur le plan international. Et maintenant, voir dans quelle mesure, à travers les accords qu'on aura avec ces différents parlements et même des organisations internationales, positionner non seulement nos parlementaires, mais également le personnel parlementaire, c'est-à-dire les fonctionnaires du Parlement. Donc, de façon globale, c'est d'avoir une présence active au sein de ces organisations régionales, sous-régionales. Nous avons, par exemple, au niveau de l'UEMOA, le Parlement, nous avons au niveau de la CEDEAO, nous avons également au niveau de l'Union interparlementaire, même au niveau du continent, le Parlement panafricain, où nous devons être là pour défendre les intérêts de nos compatriotes et voir dans quelle mesure, à travers des accords, comme j'ai déjà dit, positionner nos cadres, aussi bien au niveau du Parlement par les parlementaires eux-mêmes, mais également
le personnel parlementaire pour pouvoir bénéficier de notre présence. Parce que c'est en étant présent dans ces instances-là qu'on pourrait relever les défis auxquels nos pays sont confrontés. Merci. Nous allons maintenant écouter la Force Kori pour un Bénin émergent, représentée par M. Salomon Oudjo, sur la même question. Merci, monsieur le journaliste. Et quant à nous autres, au parti Force Kori pour un Bénin émergent, nous ne saurons parler de la diplomatie parlementaire sans jeter un regard critique sur ce qu'est la démocratie et la diplomatie dans notre pays depuis l'avènement au pouvoir du régime dit de la rupture. Voyez-vous, le Bénin, avant 2016, on a été habitués à l'organisation de plusieurs sommets internationaux dans notre pays, ce qui rendait beaucoup plus vivifiant notre diplomatie. Malheureusement, depuis 2016, avec l'arrivée de ce pouvoir dit de la rupture, les Béninois n'ont plus vécu les différents balais diplomatiques dont ils ont été habitués depuis 1990, que notre pays a choisi l'option du renouveau démocratique. Concernant la diplomatie parlementaire, revenant à la question proprement dite, nous autres, au niveau du parti Force Kori pour un Bénin émergent, nous voyons cette diplomatie à trois niveaux. Il y a d'abord le niveau international, ensuite le niveau régional et le niveau sous-régional. Mais force est de constater que le Parlement qui a représenté le peuple béninois depuis 2019 à ce jour a été élu dans des conditions vraiment déplorables que nous connaissons ici tous, des conditions sur lesquelles nous ne voulons pas revenir parce que ça fait partie d'un passif, je dirais, malheureux pour notre peuple, ce qui a fait que durant toute leur mandature, nous n'avons pas senti une diplomatie parlementaire digne de ce nom, digne de celle à laquelle nous avons été habitués depuis 1990. Alors, c'est pour dire que au niveau du parti Force Kori pour un Bénin émergent, nous pensons qu'il faut revoir les relations entre les pays frères, nos relations qui nous lient avec les pays frères. Nous avons assisté à la fermeture de la frontière par le Nigeria pendant près d'1 an. Et nous nous rendons compte aujourd'hui que les visites des chefs d'État sous-régionaux et régionaux sont rares chez nous. Je pense qu'il faut reprendre cette coopération pour qu'il existe une bonne entente entre les pays frères qui nous entourent. Je vous remercie. C'est au tour du parti MPL maintenant de nous livrer sa lecture, son analyse, bien évidemment, de notre diplomatie parlementaire. Merci beaucoup. Je voudrais d'entrée remercier le peuple béninois qui, par ces temps, par ces moments où nous fêtons sans grands moyens, et lui promettre, pour sa patience, je disais qu'il allait le remercier pour sa patience, et lui promettre que bientôt, tout cela sera du passé et nous allons tous ensemble retrouver le sourire. Je voudrais saisir l'occasion aussi pour leur former nos vœux de santé, de paix, de joie, de prospérité au nom du parti Mouvement Populaire de Libération. La diplomatie parlementaire, et ça peut être considéré comme l'activité diplomatique qui a pour cadre les grandes organisations internationales et qui se déroulent en conséquence dans les enceintes des assemblées parlementaires. Alors, quand vous jetez un regard sur ce qui s'est passé je vais m'attabler sur la 8e législature. Comment cette 8e législature pourrait être efficace si les conditions de sa mise en place sont des conditions que nous déplorons tous. Vous êtes au courant que
cette législature a été l'une des législatures qui a été mise sous alerte par la APF. Donc, fondamentalement, avec ce collier au cou, elle n'a pas pu jouer efficacement le rôle qui est le sien pendant les 4 ans qui sont passés. C'est à déplorer, mais c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, pour pouvoir tenter de restaurer non seulement la démocratie, mais la démocratie parlementaire et tout ce qui a trait autour de la diplomatie dans le cadre de notre Assemblée nationale. Je voudrais dire au peuple béninois qu'ils ont déjà été assez patients et qu'il ne reste qu'un petit laps de temps à passer pour pouvoir retrouver le sourire, comme je l'ai dit à l'entame de ma prise de parole. Nous aurons l'occasion de développer les assaillants de cette diplomatie parlementaire qui a véritablement déserté le forum. Merci. Nous allons maintenant écouter l'UDBN qui est représenté sur ce plateau par M. Hervé Bonaventure Benaou. Votre analyse, votre lecture de la diplomatie parlementaire telle qu'elle a été menée jusqu'ici. Merci, monsieur le journaliste. Je remercie aussi le peuple béninois qui nous donne la possibilité d'opiner sur cette question de la diplomatie parlementaire. Avant d'opiner sur cette question, il est important de regarder la diplomatie classique et de voir un peu ce qui a été fait dans le cadre de cette diplomatie classique-là. J'ai entendu dire tout à l'heure sur ce plateau que des consulats, des ambassades ont été fermés. Je ne voudrais pas utiliser les mêmes mots, mais plutôt parler de régionalisation. Régionalisation d'ambassades, régionalisation de consulats, et qui ont permis quand même de rationaliser les moyens d'action qui étaient mis à la disposition de ces structures, de ces institutions, pour permettre à l'État béninois d'être plus efficace à l'extérieur. Et donc cette régionalisation nous a conduit aujourd'hui à 14 ambassades au total, dont 4 en Afrique. Nous avons 69 consuls honoraires qui officient à travers le monde entier. Nous avons également 161 institutions et États qui sont représentés dans notre pays et qui participent à donner de la visibilité à l'État béninois, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Et nous constatons que cette régionalisation a permis de doter les pôles qui ont été créés de plus de moyens pour être dynamiques et performants, de les mettre plus au service du développement de la nation béninoise. Et nous concevons au niveau de l'UDBN que la diplomatie parlementaire, c'est un ensemble de pratiques et d'actes qui visent donc à mettre le rayonnement du Bénin, le développement du Bénin au-delà de toute chose. Au-delà de ça, cette diplomatie parlementaire devait nous aider à renforcer la démocratie à l'intérieur du pays, renforcer et dynamiser nos relations avec les pays frères et amis, les institutions frères et amis, et œuvrer pour la participation active du Parlement béninois aux instances parlementaires, que ce soit sous-régionaux, régionaux et internationaux. Et cela dit, nous constatons que le Bénin participe au comité interparlementaire de l'UEMOA. Nous constatons que le Bénin participe au Parlement de la CEDEAO, au Parlement panafricain, à l'Union interparlementaire africaine, à l'Union interparlementaire, à l'Assemblée parlementaire paritaire des ACP-UE. Nous constatons que le Bénin participe également à l'Assemblée parlementaire de la francophonie, à l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la Conférence islamique. Nous constatons que le Bénin participe à la conférence des présidents d'Assemblée de l'Afrique de l'Ouest et également au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Ce n'est pas peu, c'est beaucoup de choses. L'UDBN entend investir dans ses acquis, valoriser ses acquis et travailler à les renforcer pour qu'à travers nos actes et nos pratiques parlementaires, nous puissions avoir plus de visibilité à l'international et dans la sous-région. Je vous remercie. Moël Bénin a son tour maintenant de se prononcer. Moël Bénin représenté par M. Modeste Desroutin. Dites-nous comment votre formation politique appréhende la diplomatie parlementaire en exercice au Bénin. Alors, merci, chers journalistes. Je profite de l'occasion pour présenter mes vœux au peuple béninois qui nous a délégués, que nous représentons ici. On ne peut pas parler de démocratie parlementaire sans jeter un coup d'œil, comme l'ont fait mes prédécesseurs, sur la diplomatie classique. Vous voyez, je pense qu'on doit dépasser désormais le débat de l'Assemblée nationale a été mal positionnée ou l'Assemblée a été mal mise en place. On va dépasser ce débat-là parce qu'ils ont fini. Nous allons au contraire aller de l'avant et trouver que cette
cette coopération parlementaire doit retrouver ses lettres de noblesse. Elle doit être beaucoup plus dynamique. Dynamique parce que le contexte actuel d'insécurité, caractérisé par le terrorisme, oblige à réfléchir autrement. Lorsque l'État central pose des actes, j'ai entendu tout à l'heure sur ce plateau qu'on a fermé les ambassades, je tiens à rappeler que la fermeture ou la création d'une ambassade relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. On appelle ça acte de gouvernement. Lorsqu'il s'agit d'un acte de gouvernement, on ne saurait y faire grand-chose. Et n'oubliez pas que la Constitution confie au chef de l'État la détermination et la conduite de la politique nationale. Donc sur ce point-là, je pense qu'il revient à ce chef de l'État de rationaliser au besoin, suivant ses préoccupations, suivant ses attentes et suivant ses objectifs. On ne saurait trop commenter cela parce que malheureusement, ça fait partie de ses prérogatives. Alors, sur l'autre point, diplomatie parlementaire, je pense que la grande question, c'est quel est l'apport de cette diplomatie-là au développement? Quel apport, qu'est-ce que nos compatriotes, du moins nos représentants, les députés, font de cette diplomatie-là? Moi, je m'interroge et je dis, avant d'aller participer à ces institutions sous-régionales, régionales et internationales, qui est-ce qu'on envoie? Parce que, n'oubliez pas ici, quand on parle de coopération, nous sommes dans un contexte international, où on fait appel à plusieurs États. Les autres États ont leur politique. Mais nous autres, quelle est la politique que nous adoptons pour avoir une visibilité au plan régional, sous-régional et même international? Quelle est la politique que nous adoptons? Et là, ça m'amène à la question, qui nous envoyons? Parce que si on envoie des gens qui ne sont pas imprégnés des réalités des relations internationales, si nous envoyons des gens juste parce que, ils appartiennent à un parti politique et voici, et par pur hasard, ils se retrouvent dans ces instances-là, je pense qu'il y a problème. Et c'est là la nécessité de redynamiser. À Moël-Bénin, nous on a dit on va changer les choses parce que c'est le parti d'ailleurs qui représente toutes les couches socio-professionnelles. Et donc, il y a aussi les artisans, les femmes, tout, et les cadres aussi. Parce que pour aller dans ces instances et faire rayonner et donner de la visibilité à notre État, il faut que ceux qu'on y envoie soient à même de le faire. Donc, moi, le Bénin se place dans cette dynamique-là, de changer les choses et de capitaliser certainement l'apport qui est fait et surtout dans cette matière de sécurité ou d'insécurité grandissante qui oblige aujourd'hui à ne plus rester en autarcie. Le Bénin seul ne peut plus avoir une politique à l'interne de sécurité, ce n'est plus possible aujourd'hui. On va revenir certainement tout à l'heure sur les détails. Merci. Union progressiste, le renouveau. Monsieur Séphis Béouaguiar, sur la même question. Merci. Je voudrais dire qu'à l'Union progressiste, le renouveau, nous nous positionnons sur tout ce qui peut rendre digne le Bénin. Et donc, à partir de 2016, nous notons que le pays est sorti de cette diplomatie de la genuflexion des Salamalek, cette diplomatie où, à un moment donné, nous étions un peu la risée des autres. Et donc, il s'agit de faire du Bénin un pays digne. La deuxième chose, c'est qu'il ne sert à rien d'ouvrir des positions administratives ou diplomatiques à l'étranger parce qu'on a serré la main à un chef d'État lors d'une visite officielle dans son pays. Ce que ça apporte, c'est beaucoup de ressources humaines, c'est beaucoup de ressources financières. Et je crois que les situations actuelles, la Covid, la situation de conflit qu'on a entre des pays de l'Est, nous prouvent que nous avons eu raison de rationaliser nos ressources sur ces présences-là. La troisième chose que je voudrais dire, c'est sur la coopération interparlementaire. Je voudrais rappeler à la mémoire de tous que, effectivement, il y a eu des alertes en 2019 suite à la situation dont nous avons parlé, mais c'est déjà qu'à partir de 2021, le pays a accueilli un séminaire de parlementaires francophones sur le numérique. Et cette année 2022, le pays a accueilli le comité interparlementaire de l'UEMOA,
le pays a accueilli un séminaire du Parlement de l'APF qui a donné l'alerte sur les questions de mutation économique au plan mondial. Donc, c'est peut-être que d'autres ne sont pas informés, mais il faut actualiser les informations et se dire que on est passé à autre chose. On est déjà passé à autre chose. Et effectivement, il faut projeter l'avenir, c'est le plus important. Merci. Nous allons rester dans cette même dynamique pour nous intéresser davantage aux différents projets de législature. Je suis avec le parti Les Démocrates. Dites-nous quels sont les leviers prioritaires sur lesquels vous comptez actionner dans votre projet de législature, bien évidemment, pour développer la diplomatie parlementaire au Bénin. Merci, monsieur le journaliste. Je crois n'avoir pas été bien compris lorsque je parlais tantôt, en répondant à votre première question, que notre diplomatie, telle qu'elle se développe depuis 2016, se caractérise par une sorte d'improvisation et de tâtonnement. Et je l'ai illustré par les fermetures d'ambassades et la réduction du personnel. J'ai entendu dire qu'il s'agit d'une régionalisation. Vous savez, la diplomatie dans le ministère des Affaires étrangères est l'organe de mise en œuvre, eh bien, obéit à un certain nombre de règles. Lesquelles règles sont mises en œuvre par des agents qui portent la politique du pays dans les pays où le Bénin est représenté. Lorsque les services extérieurs que sont les ambassades, les consulats et au-delà les consulats honoraires ne sont pas dotés de moyens suffisants pour faire ce travail-là, il est difficile pour la diplomatie d'obtenir des résultats. Aujourd'hui, nous assistons à une sorte d'accréditation multiple. Ce n'est pas nouveau, c'est pratique en diplomatie. Mais la redéfinition, justement, du paysage diplomatique aujourd'hui fait que dans la mise en œuvre de cette diplomatie-là, d'énormes difficultés. Le ministre des Affaires étrangères, récemment, a dit que le budget 2021 était de 22 milliards et que celui de 2022 est de 16 milliards. Et que cela a permis justement aux services extérieurs d'être plus dans la modernité. C'est apparu dans la nation. Mais lorsque vous sortez et que vous entendez nos compatriotes dans les difficultés par rapport au passeport, parce qu'en parlant de modernité, c'est un effort. Mais lorsque vous voyez les difficultés auxquelles les gens sont confrontés, en Europe aujourd'hui, après Paris, vous avez la Russie, c'est les deux grandes ambassades. Donc vous voyez la grande Europe là, les Béninois qui sont là-bas, eh bien ils sont obligés de venir pour... Donc je veux dire par là que la diplomatie parlementaire dont nous parlons doit avoir un relais au niveau des services diplomatiques qui aujourd'hui ne sont pas suffisamment équipés pour jouer le rôle qui convient. Lorsque j'ai parlé également des conditions dans lesquelles ce Parlement est arrivé, eh bien c'est pour montrer que il y a une sorte de méfiance qui s'est installée par rapport à ce Parlement en raison des conditions de sa constitution. Et à partir de là, les parlements dont nous parlons, le comité interparlementaire de l'UMOA, le parlement de la CEDEAO, le parlement africain, et au-delà, lorsqu'on regarde les précédentes législatures, le parlement ACP, Union européenne, Afrique, Caraïbes, Pacifique, c'est des occasions justement pour nos parlementaires de montrer la fierté
d'être de ce pays-là qui a été une référence en matière démocratique. Aujourd'hui, ça a été difficile, la manière dont ce Parlement-là a été constitué. D'accord, heureusement, nous allons vers la fin. Et c'est pour ça que nous disons que les parlementaires qui viendront du Parti Les Démocrates développeront une politique différente de celle-là en faisant en sorte que la coopération entre d'abord au plan bilatéral, ensuite au plan multilatéral avec les institutions parlementaires, soit d'une efficacité qui puisse permettre de contribuer au rayonnement du Bénin à l'international. On en vient maintenant au bloc républicain, M. Mohamed Aguil Chabi Lafia, sur la question des axes prioritaires de la diplomatie parlementaire dans votre projet de législature. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, la diplomatie classique relève des prérogatives du gouvernement qui, à travers sa politique étrangère, avec l'appui des services extérieurs, les ambassades et les consulats, établit des relations avec des États sur le plan international, avec des organisations internationales. Alors, cette dynamique que nous observons depuis 2016 fait qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Bénin est respecté sur le plan international. Cette présence sur la scène internationale fait que nos compatriotes qui sont à l'extérieur, à travers les ambassades et les consulats, ont un certain nombre de services consulaires. J'ai entendu dire que certains postes diplomatiques ont été fermés, mais tout ça, c'est dans une dynamique qui vise à rationaliser les dépenses publiques. Parce que, comme par le passé, vous avez pu constater avant 2016, comment il y avait des postes diplomatiques qui fonctionnaient d'une manière que je préfère ne pas utiliser certains mots, mais vous le savez. Et donc, il y a eu un diagnostic organisationnel qui a été fait au niveau de la plupart de ces postes diplomatiques-là, qui a permis de faire des recommandations qui allaient dans le sens de la redéfinition de la carte diplomatique. C'est cet aspect qui a permis justement d'avoir un nombre nécessaire de postes diplomatiques et consulaires pour pouvoir conduire la politique du gouvernement en matière internationale, sur le plan international. Alors, nous, en ce qui nous concerne au bloc républicain, comme vous le savez, il y a la commission permanente qui s'occupe des relations extérieures et de la coopération et développement, qui est dirigée aujourd'hui par un membre, un élu du bloc républicain. Nous allons aux élections pour avoir la majorité au Parlement et pouvoir conserver cette commission permanente-là pour pouvoir continuer à représenter non seulement le peuple béninois au Parlement, défendre les intérêts de nos compatriotes qui sont au Bénin à l'extérieur et ceux qui sont à l'extérieur également, les représenter en tant qu'institution parlementaire auprès des organisations internationales, régionales et sous-régionales pour pouvoir défendre justement notre position en ce qui concerne toutes les questions auxquelles le monde entier est confronté. Donc, en termes de priorité, c'est de la représentation, c'est de la création de relations entre les États et les organisations internationales. Et troisième point, pouvoir se faire entendre dans la mesure où nous sommes confrontés à différents défis et pouvoir justement, à travers le Parlement, jouer notre partition en votant justement des lois, en contrôlant l'action gouvernementale, en représentant le peuple, parce que le Parlement a un rôle transversal au niveau de ces organisations-là. Parce qu'il y a des traités, il y a des conventions qu'il va falloir, à partir du moment où tout ça est signé, il va falloir à un moment donné pouvoir ratifier ces différents accords. Donc il revient au Parlement d'être présent sur la scène internationale pour pouvoir s'assurer d'avoir l'information qu'il faut et représenter valablement le pays. Merci. Monsieur Salomon Odjo, quelle place occupe la diplomatie parlementaire dans le projet de législature de la FCBE? Merci. J'ai entendu parler sur ce plateau de régionalisation de la diplomatie béninoise, ce qui a permis au gouvernement d'économiser beaucoup de ressources pour le pays. Je dis, mais lorsque vous êtes élu par un peuple, vous avez l'obligation d'écouter les cris du cœur de ce peuple. Nous avons une diaspora, nous avons des frères, des sœurs, un peu partout dans le monde, qui aujourd'hui souffrent du fait de la réduction drastique
de nos représentations diplomatiques à l'extérieur pour renouveler une pièce, un passeport, tout ce que les Béninois payent comme prix aujourd'hui, nous le savons, à moins que nous n'ayons personne, aucun parent à l'extérieur. Ce n'est pas que ce que nous disons, nous sommes contre un gouvernement. Mais nous disons, lorsque vous êtes élu, il faut écouter la voix du peuple. La plupart de nos concitoyens qui sont à l'extérieur aujourd'hui déplorent cette affaire de régionalisation de la diplomatie, parce qu'ils en souffrent. Lorsque vous vivez dans un pays extérieur, étranger, et que vous êtes brimé par une police, que vous êtes brimé par les citoyens de ce pays-là, à qui vous devez auprès de qui vous avez l'obligation de courir, le devoir de courir pour vous faire entendre. Il n'y a que les ambassades. Mais s'il faut parcourir des milliers de kilomètres avant d'atteindre une ambassade pour vous faire entendre, vraiment c'est pénible pour nos concitoyens. L'autre chose, lorsque nous disons, lorsque nous mettons un accent particulier sur la façon dont les députés de la 8e législature ont été élus, c'est parce que cette élection a terni l'image d'abord de notre Parlement à l'extérieur et ensuite du peuple béninois tout entier. Et nous autres, nous sommes heureux que ce soit la fin de ce Parlement monocolore. Et nous invitons du haut de cette tribune tout le peuple béninois à prendre acte de ce Parlement monocolore et à voter utile le 8 janvier prochain, afin que les différentes lois qui se prennent, qui se votent à l'Assemblée nationale en catimini ou de façon nocturne s'arrêtent et que de vrais débats parlementaires s'installent autour des différentes lois que notre Parlement est appelé à voter pour le peuple béninois. Je vous remercie. Voilà. La parole est à M. Gafarou Radi du MPL. Merci beaucoup. J'entends à répétition la phrase de la diplomatie classique. La diplomatie classique. La diplomatie classique en question dont on parle ici rime à quoi? La fermeture des ambassades, des représentations diplomatiques, ou, si vous le voulez, les termes que j'ai entendus ici, la régionalisation des représentations diplomatiques. Mais dans quel dessein? Quel est le projet, enfin? Parce qu'au fond, un gouvernement travaille pour le mieux-être et le bien-être des populations. Ça sert à quoi de régionaliser des ambassades et créer des difficultés monstres à nos compatriotes de la diaspora qui, pour faire un petit papier, doivent parcourir des centaines de kilomètres. Ou pour régler. Et puis, mieux, ce que nos amis ici ne voient pas, c'est que si une ambassade est censée diriger 3 pays et qu'on lui ajoute une vingtaine de plus, c'est une charge supplémentaire qu'on lui donne. Et le timing qu'il faut pour répondre à un dossier est drastiquement rallongé. Dans ces conditions, comment est-ce qu'on peut espérer l'efficacité de l'action? Je pense que ça a peut-être fait l'objet d'une étude, et ce sont les résultats, les conclusions de la dite étude qui ont permis d'instaurer cette politique. Mais je pense qu'elle est suicidaire. Elle est suicidaire. Si vous avez des frères à l'extérieur, ils doivent pouvoir vous le dire, qu'ils éprouvent le martyre pour pouvoir régler les problèmes. Vous avez quelqu'un qui a, comme un prédécesseur l'a dit tout à l'heure, vous avez quelqu'un qui a un souci, il doit parcourir des kilomètres avant d'aller. Le temps, là où bien il a un problème dans son pays, il n'a pas un interlocuteur valable auprès de qui il peut aller, ou tenter d'avoir un début de solution avant qu'on ne parle de l'ambassade. Moi, je vais vous donner un exemple. Hier, j'ai eu la chance d'aller en Espagne où j'ai demandé à rencontrer, je voulais rencontrer le consul honoraire du Bénin en Espagne. Alors, puisque je ne connaissais pas le consulat, j'ai écrit à l'ambassade de France qui coiffe l'Espagne, au fin de m'aider à rencontrer les autorités consulaires de là-bas. Mais j'ai dit mon programme,
tant que je passe, puisque vous savez qu'on ne reste pas en France de façon drastique. Alors j'ai donné mon programme, mais on a passé 2 semaines, c'est-à-dire que c'est le jour où je dois partir de l'Espagne, qu'on me répond, et mieux on me dit que le Bénin, l'ambassade n'a pas reçu d'ordre pour pouvoir m'aider à rencontrer l'autorité consulaire. C'est extraordinaire, quoi. Donc, ça ne peut pas continuer comme ça, vous voyez. Alors, qu'est-ce que nous proposons? Nous savons déjà que le rôle du député, c'est ratifier les accords, les traités, conventions internationales. Mais nous pensons que pour pouvoir donner une certaine crédibilité à l'action diplomatique parlementaire, il va falloir alors créer un cadre d'échange permanent avec les autres homologues des autres pays, guider l'action et les politiques publiques vers, pour qu'on puisse avoir la possibilité de partager les expériences. Nous pensons aussi qu'il faut promouvoir les valeurs démocratiques, puisque dans un parlement où il n'y a que des personnes, des partis qui regardent dans la même direction, je ne suis pas sûr qu'on pourrait alors parler de valeurs démocratiques. Nous avons pensé, alors, et ça là c'est inédit, ce que le MPN propose, nous allons penser qu'il faut alors donner la possibilité à nos compatriotes d'avoir le droit, non seulement le droit de vote, mais le droit de se faire élire député. Nous connaissons des pays qui ont des députés de l'extérieur. Alors si on permet à ce que ces gens-là, nos compatriotes, aient la possibilité de se faire élire, même si c'est 2 ou 3 ou 5 députés que nous avons, quand on parle surtout avec leur histoire de régionalisation, on pourrait peut-être, ce serait plus facile d'avoir des groupes où on pourra élire nos compatriotes pour qu'ils puissent véritablement participer au développement de notre pays. Je vais m'en arrêter là en entendant. Hervé Bonaventure Benaou de l'UDBN, comment comptez-vous développer la diplomatie parlementaire? Monsieur le journaliste, je vous remercie. Je crois, j'ai entendu tout à l'heure le collègue de MPL parler d'une étude qui aurait été faite, et c'est vrai, avant de mettre en œuvre la stratégie de régionalisation. Mais je crois que si on veut rester constant, on doit s'attendre à ce qu'il y ait une autre étude pour évaluer la régionalisation avant d'opiner, plutôt que d'opiner sur des cas isolés ou des coups d'humeur. Je crois que c'est important. Et c'est pourquoi nous proposons à l'UDBN de renforcer la présence du Parlement béninois dans les instances internationales. Et à travers ces instances internationales, à faire en sorte que nous ayons la possibilité de réfléchir et de travailler sur le vote d'un certain nombre de lois. Nous prenons par exemple la sécurité maritime ou l'insécurité maritime. C'est une question qui dépasse le Bénin et qui doit se régionaliser, s'internationaliser. Et nous allons travailler à l'UDBN à ce qu'il y ait des textes de loi qui mutualisent les efforts et qui permettent à ce que ces questions soient réglées de façon régionale et sous-régionale, pourquoi pas internationale. Au-delà de ça, la question du terrorisme. Vous savez aujourd'hui que c'est un défi auquel tous les pays de la sous-région et même du monde entier sont confrontés. Au niveau de l'UDBN, nous pensons qu'il est important, quand nous serons à l'Assemblée, de travailler à ce qu'au niveau sous-régional également et au niveau régional, il y ait des textes de loi qui permettent la mutualisation des efforts de défense pour pouvoir endiguer ce fléau-là qui ne cesse de s'étaler dans notre sous-région et dans notre région. Au-delà de ça, nous pensons qu'il est important aussi de commencer à réfléchir à comment est-ce qu'il faut faire les échanges de cadres. Nous avons évoqué ça. L'UDBN, la priorité, ce sont les femmes, l'autonomisation des femmes. Ce sont également les jeunes, leur autonomisation, la question de l'emploi. Il y a beaucoup de jeunes, de femmes qui ont des diplômes dans ce pays et dont les pays de la sous-région ont besoin. Il n'y a aucun cadre aujourd'hui qui permette à ces jeunes de passer d'une frontière officiellement à une autre. Nous allons travailler, si nous allons à l'Assemblée, dans les instances internationales, sous-régionales et régionales, à ce qu'il y ait des cadres formels qui puissent permettre aux États de pouvoir s'échanger des cadres, que ce soit de sexe féminin, que ce soit des jeunes. Nous priorisons à l'UDBN, nous l'avons déjà dit, la possibilité d'autonomiser plus de femmes et de permettre à plus de jeunes de pouvoir accéder à l'emploi. Au-delà de ça, nous avons évoqué tout à l'heure la nécessité d'attendre à ce qu'il y ait une évaluation de la régionalisation. Ça veut dire que nous allons travailler également dans les instances internationales, régionales et sous-régionales à ce qu'il y ait une loi d'évaluation de la coopération. Est-ce que la coopération que le Bénin établit, que ce soit de façon classique ou de façon parlementaire avec les instances internationales, régionales et sous-régionales sont évaluées? Nous allons travailler à ce qu'il y ait des dispositions qui permettent l'évaluation de cette coopération-là. Au-delà de ça, nous disons au niveau de l'UDBN qu'il faut renforcer
le protocole additionnel de la CEDEAO par rapport à la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance. Il y a déjà des actions qui sont conduites. Nous allons travailler, si nous sommes au Parlement, à ce que cela aille rapidement de l'avant pour que nous ayons un protocole qui nous permette de pouvoir véritablement agir et agir convenablement et au profit et au service pour le bien de nos peuples des différents pays de la sous-région et des différents pays à l'international. Je m'en arrête là pour le moment. Alors, nous allons donner maintenant la parole à M. Modeste Desrotin sur le même sujet. Oui, merci. Je pense que quand nous parlons de démocratie et de diplomatie parlementaire, il y a un problème en amont qui devrait être réglé. Parce que la diplomatie parlementaire est menée par les parlementaires. D'où se pose la question de la qualité des parlementaires. Qui est-ce qu'on envoie là-bas? Je continue toujours par le dire. Lorsque ceux qu'on y envoie ne sont pas imprégnés, ils ne pourront faire aucune diplomatie parlementaire. Ils vont certainement faire peut-être de la figuration. Parce que lorsque on prend par exemple l'organisation du Parlement de la CEDEAO, vous voyez, chaque État membre a droit à 5 députés. Alors les 5 qu'on y envoie par exemple, pour ne citer que ce cas-là, qui sont-ils? C'est ça la grande question. Et c'est pourquoi à Moël Bénin, nous disons, on va travailler en amont pour que ceux qu'on doit envoyer là-bas soient des spécialistes de la question. Et c'est déjà prévu, c'est déjà fait. Nos candidats sont positionnés à cet effet. Alors, qu'est-ce qu'il faut prévoir pour cette diplomatie-là? En dehors, il y a déjà un cadre qui est prévu, un cadre officiel qui est prévu dans ces instances-là. Mais alors, il faut faire la promotion des cadres dans ces instances-là. La promotion des cadres signifie qu'il ne faut pas juste aller choisir les députés qui sont là et qu'on y envoie n'importe comment. Il faut préparer les cadres avant, comme le font certains États membres de la CEDEAO, qui déjà à l'avance préparent leurs cadres, et généralement c'est eux qui prennent la tête même de ces instances-là. Nous disons qu'aujourd'hui, la coopération, la diplomatie parlementaire doit intégrer l'aspect sécurité. L'aspect sécurité qui signifie aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que le terrorisme est en train de nous défier et qu'on doit mettre en œuvre toutes les possibilités au-delà des actions militaires, des actions conjointes. Il y a un problème de fond aussi qui se pose. Parce que ce terrorisme-là trouve son terreau dans des situations sociales qui favorisent la chose. Alors, une fois au Parlement, c'est déjà établi, nous avons déjà le programme pour ça, il faudra aller commencer par sensibiliser nos jeunes qui sont les terreaux fertiles à ce phénomène aujourd'hui qui est combattu et décrié de tout part. Parce que la solution militaire seule ne pourra plus répondre à cette question-là. Conséquence, nous disons, une fois là-bas, les lois qui seront votées, nous allons initier une proposition certainement de loi pour dire il faut qu'on accompagne ces jeunes-là de ces régions-là pour qu'ils ne soient pas victimes ou qu'ils ne soient pas trop amenés à céder facilement à ce qu'on leur propose de l'autre côté pour des raisons qui ne sont pas du tout sociables et du tout acceptables. Donc, vous voyez, nous disons que pour la diplomatie parlementaire, au-delà de cette coopération-là qu'il doit avoir, il faut forcément que l'État aussi dispose de sa politique sous-régionale. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus vivre en autarcie. Cette question-là défie tous les États, mais qu'est-ce qu'il faut faire? À Moël Bénin, nous disons, premièrement, en dehors de former, de sensibiliser, de trouver d'autres alternatives. Il s'agit pour ces jeunes qui sont plus enclins aujourd'hui à aller de ce côté-là, de leur trouver d'autres alternatives pour qu'ils puissent se sentir plus béninois. Parce que, sérieusement, ces zones-là dans lesquelles ce phénomène-là sévit, c'est des zones quelque peu délaissées. Et cette situation rend le cadre favorable à ce phénomène-là. Donc, à Moël Bénin, nous disons, au-delà des actions, il faut forcément qu'on accompagne et qu'on propose des choses pour pouvoir encadrer, pour pouvoir mieux élaborer cette politique-là. On revient là-dessus, parce que ça tient à notre parti. Le Moël Bénin, les représentants dans les instances régionales, sous-régionales et même internationales, ces représentants-là doivent savoir de quoi il s'agit et non plus simplement aller là-bas faire de la figuration. Je vais m'en arrêter là en attendant que le débat se poursuive. L'UP, le renouveau à présent, pour boucler avec cette question, c'est Fils Beouagia. Merci. Je crois que
nous sommes à une ère importante du numérique et de la dématérialisation. Et l'idéal aurait été que pour accéder en fait, à certains milieux ou avoir accès à des documents, des titres de voyage, de séjour, qu'on n'ait pas besoin de parcourir des milliers de kilomètres en réalité. Moi, j'ai souffert personnellement de recherche de casiers judiciaires. Je suis né à Parakou, je sais chaque fois le déplacement que je faisais juste à l'intérieur du Bénin, de Cotonou à Parakou, c'était tout un voyage et un séjour. Et donc, qu'on regarde plutôt les choses qui nous font avancer et encourager le gouvernement à renforcer cet aspect de la dématérialisation. Ça pourrait éviter des frais de voyage, d'hôtel supplémentaires à mon ami du MPL qui aurait pu prendre son rendez-vous bien en amont parce que c'est un voyage, ça s'organise et ne pas aller perdre du temps là où il était. Cela dit, je reviens à ce que l'Union progressiste, le renouveau, les axes sur lesquels il se positionne pour la diplomatie parlementaire, cette coopération, c'est premièrement que les instances régionales et sous-régionales auxquelles nous participons, il faut travailler parce que le progressisme, pour nous, c'est la représentation du peuple et donc des peuples pour leurs intérêts avec toutes les réformes qui permettent d'aller avec cela. Ces instances-là, a priori, ne sont pas des instances des peuples en réalité. Vous avez le Parlement de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'UMOA. Les peuples ne sont pas ceux qui ont travaillé à l'émergence de ces instances. Et donc, c'est de regarder cela à terme pour que les représentations des peuples viennent véritablement par les peuples. C'est plus large. Ça peut paraître très lointain, mais c'est un positionnement progressiste. Deuxièmement, c'est sur les questions économiques. Depuis 2021, la ZELEC, la zone de libre-échange économique, est passée dans l'effectivité. Mais vous pouvez savoir qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, les questions fiscales, douanières et pour les échanges commerciaux entre les pays qui sont concernés, ça fait quelques 55, en fait, tous les pays pratiquement, et comment dit-on, pour des échanges commerciaux. Mais est-ce que dans cette effectivité-là, nous sommes suffisamment positionnés aujourd'hui? Est-ce qu'on peut confirmer que ça se passe? Pour ne pas que cette ZELEC-là souffre de la même sclérose dont souffre le NEPAD ou dont a souffert le NEPAD, le nouveau partenariat pour le développement en Afrique. Parce qu'il revient au Parlement de renforcer leur rôle dans ce que ces tests pris au niveau international, au niveau régional, que de façon effective, on puisse constater leur mise en œuvre pour que des échanges économiques, commerciaux entre le Bénin et le Nigeria, entre le Bénin et le Togo, vous connaissez l'actualité de certaines matières premières aujourd'hui. Et donc, c'est un Parlement qui devra se positionner davantage sur des questions économiques et qui ont forcément des effets sur la vie des populations, sur leur autonomisation pour que le progrès que nous promouvons soit au rendez-vous. Merci. Nous allons y aller maintenant pour le troisième tour de table quant à cette question, la coopération sous-régionale et régionale. Vous le savez, s'étend aussi, vous le savez, à l'Organisation générale de la défense et de la sécurité. On parle maintenant, chers invités, de la montée de la menace terroriste. Quelles initiatives parlementaires au niveau régional et sous-régional peuvent davantage renforcer les dispositions actuelles? Vous avez eu, je l'espère, l'exemple de l'initiative d'Accra récemment. On va faire comme d'habitude, on donnera en première position la parole aux démocrates. Merci, cher ami journaliste. Le terrorisme se développe sur le terreau de l'exclusion et de la pauvreté, sous toutes ses formes. Terrorisme religieux, ou qu'on appelle intégrisme, terrorisme idéologique ou terrorisme armé, comme c'est le cas depuis quelque temps, dans les pays du Sahel, et ça s'étend vers nous.
dès lors que la pauvreté et l'exclusion sont les causes, nos parlementaires, lorsqu'ils seront à l'Assemblée, vont développer une politique, vont aller dans le sens de l'éradication de la pauvreté et de l'abandon de la politique d'exclusion. Ensuite, ils vont proposer des actions pour associer les populations à la lutte contre le terrorisme à travers les renseignements. Enfin, ils agiront davantage pour que, au plan de la coopération régionale, sous-régionale et internationale, eh bien, les moyens de lutte contre le terrorisme soient mutualisés en ce qui concerne les renseignements, en ce qui concerne la formation et en ce qui concerne l'équipement des forces armées. Restons-y pour écouter maintenant M. Mohamed Aguil Tchabi Lafia qui porte la voix du BR sur la même question. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Alors, comme vous le savez, hein, depuis 2016, le gouvernement du président Patrice Talon, sous le leadership du chef de l'État, a opté pour la diplomatie publique. Et quand on parle de diplomatie publique, avec un accent sur la diplomatie économique. Donc, quand on parle de diplomatie publique, ça veut dire qu'il faut intervenir dans tous les compartiments de la vie socio-économique. Nous avons la chance d'avoir au Parlement une commission permanente qui s'occupe des relations extérieures, de la coopération et du développement, mais c'est également cette même commission qui s'occupe des questions de sécurité et de défense. Au niveau du bloc républicain, cette commission est présidée par l'honorable député qui est Rachid Gbadamassi, qui est un membre du bloc républicain. Et nous entendons, avec la majorité que nous allons chercher dans le cadre de ces élections, maintenir cette commission permanente pour pouvoir, à travers cette commission, accompagner le gouvernement dans cette lutte contre le terrorisme. Parce que, comme vous le savez, les questions de sécurité sont des questions qui concernent non seulement la sous-région, mais le monde entier. Alors, le bloc républicain entend justement accompagner le gouvernement dans la politique de défense de nos territoires, mais également à travers la coopération que nous avons avec les autres parlements, c'est-à-dire à travers la coopération interparlementaire, voire les accords qui existent en matière de sécurité et de défense, renforcer ces accords-là à travers des suivis et évaluations en vue d'améliorer l'existant pour voir comment être beaucoup plus efficace en matière de lutte contre le terrorisme, parce que les causes du terrorisme sont connues. Alors il va falloir définir les stratégies qu'il faut pour pouvoir mettre en place des politiques publiques qui vont véritablement mettre fin à ce phénomène-là dans notre région, mais également à travers le monde entier. Donc il revient justement au Parlement de jouer entièrement sa partition en accompagnant les efforts, les actions et les initiatives du gouvernement dans la lutte contre le terrorisme. Donc au niveau du bloc républicain, nous sommes alignés sur la vision du gouvernement en matière de lutte contre le terrorisme. Il nous revient avec la majorité qu'on aura au Parlement de pouvoir utiliser ces leviers qu'on a. Il y a la commission permanente, il y a également le service qui s'occupe de la coopération interparlementaire au Parlement, qui vont nous permettre d'avoir tous les leviers possibles pour pouvoir être représentés auprès de ces organisations internationales, se faire entendre, voir les stratégies à mettre en place de façon concertée avec les États concernés pour pouvoir lutter efficacement contre ce phénomène qui touche non seulement le Bénin, parce que nous avons vécu des cas récemment, mais avec le leadership et la capacité de réaction du gouvernement, on a pu éviter le pire. Et donc, nous nous alignons dans cette dynamique-là, en tant que parti soutenant l'action gouvernementale, pouvoir accompagner le gouvernement dans ses efforts, dans ses initiatives, pour pouvoir lutter contre ce phénomène-là qui prend de l'ampleur dans la sous-région. Merci beaucoup. Au niveau de la force Kori pour un Bénin émergent, M. Salomon Odio, quel est le positionnement de votre parti sur la question de la menace terroriste qui nous guette? Merci, chers amis journalistes. La lutte contre le terrorisme est beaucoup plus sérieuse que de voir des députés porter des gilets pare-balles et se porter sur des chars. Et juste le lendemain, que les terroristes frappent encore à nouveau nos positionnements. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Le terreau facile du terrorisme, c'est l'exclusion, c'est le sous-emploi de la jeunesse, c'est la pauvreté. Depuis 2016, toutes les dispositions qui étaient mises sur pied pour occuper les jeunes, pour donner du travail
aux jeunes ont été mises en veilleuse. Lorsque vous avez une jeunesse qui peine à avoir 1000 francs par jour pour survivre et que subitement quelqu'un lui propose un salaire de 200 000 ou de 300 000, vous voyez que c'est facile de mordre à la part. Nous autres, au niveau du parti Force Cori pour un Bénin émergent, nous pensons qu'une fois à l'Assemblée nationale, nous allons coopérer avec nos amis députés à l'Assemblée nationale pour que des lois soient prises pour occuper véritablement la jeunesse. Il faut occuper véritablement la jeunesse parce que c'est elle que ces soi-disant terroristes utilisent pour semer de la terreur dans nos régions. L'autre chose sur laquelle il faut mettre l'accent, c'est le renseignement. Il faut un renseignement fiable, compétent et dynamique qui doit permettre à nos forces armées d'anticiper sur les actions des terroristes. Lorsque vous n'avez pas un service de renseignement compétent, ma foi, la lutte est très difficile pour les forces armées. Et ces terroristes, c'est des gens qui vivent dans la population. Ils mangent avec vous, ils boivent avec vous la journée et la nuit. Ce sont eux qui prennent des armes pour martyriser, terroriser les populations. Or, si le service de renseignement était efficace et dynamique, facilement on pouvait déceler ces gens-là et les mettre hors d'état de nuire. Au niveau du parti Force Cori pour un Bénin émergent, une fois que nous serons à l'Assemblée nationale, nous allons légiférer dans ce sens. 1. Donner suffisamment de travail aux jeunes, c'est-à-dire mettre fin à la loi sur l'embauche qui fait de l'employé béninois pratiquement un esclave de l'employeur. Il faut mettre fin à cette loi-là. Et l'autre chose, doter le service de renseignement de moyens efficaces pour faire face véritablement à ce fléau du terrorisme. Je vous remercie. Radji Gafarou du parti MPL maintenant. Merci beaucoup. Nous l'avons déjà dit sur ce même plateau lors d'un débat qui concernait les questions de sécurité et de défense, que la lutte contre le terrorisme doit se faire dans un cadre de coopération active entre États. Au-delà de l'initiative d'Accra qui est très à saluer, il faut multiplier les projets. Travailler à ce que les États puissent mutualiser leurs forces pour pouvoir parvenir, pour pouvoir trouver les moyens pour mettre en déroute ces terroristes-là. Nous avons pensé que, tout le monde le rappelle ici, que le terrorisme est une question, les causes fondamentales sont liées à l'inclusion, à la pauvreté. J'y ajoute, et je l'ai répété ici, qu'au-delà de ça, que c'est aussi une guerre idéologique. C'est pourquoi je parlais de mutualiser les forces en associant aussi bien les États, mais les acteurs de toute considération, toute couche. Nous pensons aussi qu'il faut créer un cadre de dialogue permanent multi-acteurs. Nous pensons qu'il faut alors, et ceci est très fondamental pour nous, avoir une loi sur la lutte contre le terrorisme et une loi de programmation des moyens à mettre à disposition des forces de l'ordre et de défense. Parce que on a observé que la lutte se fait quand il y a une frappe, on dit bon, ça manque de moyens, il faut acheter l'équipement. Non, il faut avoir une programmation. Il faut que nous puissions avoir un plan sur 5, 10, 15, 20 ans qui organise la défense. Et quand on parle d'organisation de la défense, ça inclut l'équipement, ça inclut la formation, ça inclut les renseignements dont on a parlé longuement ici sur ce plateau. Donc, il faut fondamentalement, il est important, alors que nous ayons une loi programmatique qui permet à ce que les forces de l'ordre ne soient pas soient dotées des moyens de façon pérenne. Il est aussi important
Et ça, je le répète encore ici, que il faut trouver un moyen pour protéger nos soldats, mais aussi les motiver. Et le débat a été fondamentalement nourri ici, où on a dit que les forces de défense sont suffisamment motivées, qu'on n'a pas besoin, que la motivation n'est pas le sujet, et qu'il faut penser à leur gestion posthume. Voilà, posthume, vous dites non. Voilà. Non, nous disons que non. C'est vrai de penser à après la mort, peut-être, ou après le décès du soldat, mais il faut penser pendant qu'il a envie à comment il fait quand il va sur ce front-là. Quelle garantie il a pour dire j'y vais fondamentalement pour défendre non seulement la patrie, mais aussi j'ai des retombées qui peuvent m'aider à supporter la crise. Donc je pense que ce sont les idées que nous partagerons avec nos autres collègues députés une fois au Parlement. Je vous remercie. Monsieur Hervé Bonaventure Benaou de l'UDBN sur la même question. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Je crois, au nom de l'UDBN et de tous ceux que cette formation politique a positionnés sur sa liste pour ces élections législatives, je voudrais m'incliner devant la mémoire de toutes les personnes qui sont tombées dans le cadre de cette nébuleuse terroriste. Je voudrais non seulement m'incliner devant la mémoire des populations, mais également devant la mémoire des soldats qui sont tombés au front. Et je voudrais saluer aussi les réformes structurelles du chef de l'État, du gouvernement actuel, qui a permis la création de la garde nationale, notamment dans le cadre de la lutte contre cette nébuleuse terroriste. Je voudrais saluer aussi tous les moyens qui sont en train d'être progressivement mis à la disposition de nos forces de défense pour pouvoir faire face de façon vraiment efficace à cette menace terroriste. Je l'ai déjà dit dans mon propos tout à l'heure qu'il faut mutualiser, travailler à avoir des lois qui permettent de mutualiser les efforts de défense. Mais en dehors de ça, l'Assemblée nationale a non seulement une mission de législation, mais également une mission de contrôle de l'action du gouvernement. Et donc, vous savez, la question terroriste est une question qui s'inscrit dans les questions d'urgence. À des moments donnés, on ne peut pas attendre que des lois soient votées avant d'agir. Le gouvernement doit être dans l'action de façon constante face à cette question terroriste. Et donc, nous allons travailler à ce qu'il y ait des questions orales, des questions écrites, des interpellations qui permettent au gouvernement de réajuster son dispositif dans le feu de l'action. C'est ce que nous proposons à l'UDBN et nous pensons que si on nous donne la possibilité d'aller au Parlement, nous allons travailler à ce qu'il y ait davantage, plus de questions orales, plus de questions écrites, plus d'interpellations qui puissent permettre au gouvernement de se voir dans le miroir et pour pouvoir réajuster ce qu'il fait dans le cadre de cette action de lutte contre le terrorisme. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire rapidement et m'en arrêter là en attendant que les autres questions ne viennent. Je vous remercie. Modeste Desroutins de Moël Bénin, c'est votre tour maintenant de nous exposer les idées et arguments du parti Moël Bénin. Alors, merci. Moël Bénin est dans cette dynamique-là de traiter le problème autrement. La phase militaire, on laisse à l'État, mais la phase parlementaire, parce que c'est là-bas nous voulons aller, cette phase-là, comme je l'ai dit, doit se traiter dans un cadre plus global. Qu'est-ce que ça dit? Nous, une fois à l'Assemblée, nous allons proposer une loi programme. Loi programme qui tiendra compte des grands investissements dans le pays. Et quand on dit loi programme, ça s'étend sur plusieurs années. C'est-à-dire ne pas, lorsque nous avons un gouvernement qui est là avec toutes ses ambitions, il finit, et puis un autre vient, et puis on remet tout en cause et on reprend tout à zéro. Il n'en sera plus ainsi désormais. Une fois là-bas, nous allons œuvrer pour que cette loi-là soit votée, pour que ça s'étende dans le temps. Ça peut être sur 15 ans, 20 ans, 30 ans, pourquoi pas. Quand nous voyons les grandes économies, c'est comme ça elles fonctionnent. Et donc, dans cet ensemble-là de lois programmes, nous avons le domaine sécuritaire aussi, qui prend une grande partie. Parce qu'aujourd'hui, comme je le disais, qu'on le veuille ou non, les États doivent changer leur stratégie en matière sécuritaire dans la sous-région. Et comme je le disais aussi tantôt, le Bénin à lui seul, ne pourra pas grand-chose. Il faudra qu'il y ait une fédération des efforts
entre les pays qui sont menacés par ce phénomène-là. Donc, à Moelle-Bénin, comme je le dis, on ira toucher le mal à la racine. Mes prédécesseurs ont dit, le terreau qui est fertile pour ça, c'est la pauvreté, c'est l'exclusion, c'est peut-être l'abandon. Il faudra faire monter le sentiment de nationalisme ou le sentiment de patriote désormais. Parce qu'on a l'impression que ces jeunes-là qui sont aujourd'hui peut-être manipulés parce que pauvres, parce qu'ils n'ont pas les moyens, ne se sentent pas suffisamment béninois. Et désormais, il faut qu'on mette en place des dispositifs qui puissent permettre à ce que ces jeunes-là se sentent désormais plus béninois et donc les accompagner dans leurs différentes activités. Ça va être forcément le credo et ça va être forcément un pan très indispensable et nécessaire pour nous à Moelle-Bénin. Donc cette loi-là nous tient à cœur et ça fait partie déjà de nos premières actions que nous allons mener une fois à l'Assemblée nationale. Merci. Alors, je vais m'adresser maintenant aux représentants de l'Union progressiste Le Renouveau sur les réponses sous-régionales à la menace sécuritaire. Merci. Aujourd'hui, on parle de coproduction de la sécurité. Il revient à toutes les forces vives de la nation ou des nations qui sont dans cette sous-région dont vous parlez, que chacun puisse jouer son rôle. Mais cela dit, il y a des efforts qui sont faits pour apporter une réponse efficace en termes de sécurité. Par exemple, au niveau contre la piraterie maritime, il y a eu en 2018 une importante rencontre à Lomé, où des chefs d'État étaient, le nôtre y était, pour voir ensemble la stratégie à définir avec les états-majors qui s'occupent des questions maritimes, les états-majors de marine, de forces marines, pour pouvoir répondre de façon globale et concertée. Ça demande à un moment donné forcément d'aller à des législations supra-État qui vont au-delà de nous. Il y a aussi, cette année, vous avez parlé de l'initiative d'Accra, qui est une initiative qui existe depuis 2017, mais qui regroupe autant notre pays, le Ghana, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Burkina Faso, donc le Togo, nous tous qui sommes dans cette, à peu près de ce qu'on peut appeler le Golfe de Guinée et le Sahel, le début du Sahel. Nous qui sommes concernés par cette question, nos chefs d'État se sont retrouvés en novembre dernier à Accra pour réfléchir à nouveau sur la question. Le Nigeria même y était en tant qu'observateur, pour que nous puissions ensemble apporter une réponse efficace, régionale, et coproduire ensemble dans la sous-région la sécurité. Mais au Bénin, qu'est-ce que nous faisons? En 2018, sur la question du renseignement, il y a eu une loi. Donc le Parlement béninois a pris une loi promulguée février 2018 sur le recueil du renseignement. Parce que la sécurité, c'est beaucoup plus quand même en amont que ça se gère. Et donc, des efforts sont faits dans ce sens-là pour que le recueil du renseignement nous permette une bonne surveillance du territoire et par nos forces de défense et de sécurité. Il faut aussi dire que tout dernièrement, il y a eu une loi en novembre dernier sur la prise en charge ou la protection des victimes de gens partis en mission commandée. C'est très récent parce qu'on a constaté que nos compatriotes qui vont au front, ou tous ceux qui ont été victimes de cette nébuleuse ces dernières années, eh bien, on n'avait pas prévu un cadre qui contribue à leur prise en charge. Et donc, nous, au niveau national, voilà des efforts qui sont faits. Et aussi sur la question de la modernisation des casernes, des recrutements. Chacun voit cette année ou l'année passée le nombre de recrutements qui se font pour renforcer les forces de défense et de sécurité, moderniser les casernes, mobiliser du matériel sophistiqué. Je crois qu'on a pu entendre notre président dire que nous avons les moyens. Et donc, il s'agit pour nous, dans différents cadres de coopération, d'apporter notre contribution pour faire face. À cela, il faut bien entendu ajouter l'aménagement équilibré du territoire. Il y a beaucoup de choses qui sont dites dans ce sens. Il s'agit de faire en sorte que les gens de partout se retrouvent dans cette dynamique nationale
concernés par le développement. Et c'est un effort qui se fait. 504 millions de dollars ont été obtenus récemment lorsqu'il y a eu le sommet USA-Afrique par le Bénin et le Niger pour renforcer le transport, les échanges économiques. Et il faut voir l'axe qui sera, le corridor qui sera impacté. Le projet de pipeline traverse déjà les deux pays et descend jusqu'à ces mêmes produits. Donc, il y a des efforts d'aménagement de territoire pour que personne ne soit laissé sur le bord du chemin. Et donc, ces zones parfois un peu difficiles, des opportunités puissent permettre une prise en charge, une implication et une inclusion réelle. Merci. La prochaine question, ou la question suivante, s'adresse au parti Les Démocrates, avec M. Saliou Akadiri. La politique extérieure et les relations internationales prennent en compte, vous le savez, la protection des intérêts des Béninois à l'étranger et le statut des étrangers résidant au Bénin. Quel sera l'apport de votre formation politique à la promotion des cadres dans les différentes instances sous-régionales et régionales? Nous avons développé, en répondant à une question, le fait de la réduction drastique des services extérieurs et de la réduction du personnel. C'est à travers les services extérieurs que les intérêts des Béninois de l'extérieur peuvent être mieux défendus. Il s'agit donc de faire en sorte que nos représentants à l'extérieur aient la possibilité de les écouter, de connaître justement leurs besoins et de travailler dans les différents pays de leur juridiction pour que tout acte de candidature ou tout besoin qu'ils estiment soit pris en compte et satisfait. Par rapport au placement dans les organisations internationales, deux critères, les critères techniques et les critères politiques. Il s'agira pour nous, comme ce fut le cas dans le passé où le Bénin était présent dans plusieurs organisations, de trouver les meilleurs profils qui répondent au poste à pouvoir, mais surtout de faire en sorte que l'image du pays, à travers sa gouvernance, soit une image respectable, une image acceptée, et que nous développions une diplomatie active et réaliste pour que nous évitions les échecs que nous avons connus ces derniers temps. On passe maintenant au parti Bloc républicain, M. Mohamed Aguil Chabilafia, sur la promotion des cadres béninois dans les instances sous-régionales. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Alors, comme je le disais depuis le début de cette émission, la branche exécutive de l'État, à travers le gouvernement, a le monopole de la définition et de la mise en œuvre de la politique extérieure. À travers nos postes diplomatiques et consulaires, le gouvernement déploie, sinon que le gouvernement a déployé plusieurs mesures à travers une cellule de veille que nous avons au ministère des Affaires étrangères pour pouvoir identifier toutes les opportunités de placement qu'il y a sur le plan international, y compris même la sous-région africaine. Alors, le Bloc républicain a en son sein un comité permanent qui s'occupe des affaires étrangères, de la coopération et des Béninois de l'extérieur. Nous avons élaboré au sein de ce comité un guide qui sert d'outil à nos candidats aux législatives, ceux-là qui seront élus dans quelques jours, avec la majorité qu'on aura, comme je l'ai dit depuis le début, nous allons contrôler cette commission permanente-là qui s'occupe des affaires étrangères. Nous allons pouvoir accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre justement de toutes ces mesures prévues pour pouvoir placer les cadres béninois dans ces organisations internationales. Et comme vous le savez, depuis juin dernier, il y a eu un accord cadre qui a été signé entre le ministère des Affaires étrangères et le Parlement béninois en termes de coopération sur tous les plans. Alors cet accord va nous permettre de renforcer déjà ce qui se fait en matière de placement par le gouvernement et de trouver des voies et moyens à travers le Parlement béninois pour pouvoir positionner nos cadres. Quand je dis positionner nos cadres, je parle des meilleurs. Parce qu'il faut une adéquation entre les profils et les postes qui seront exigés à l'international. Donc, il y aura une sélection qui sera faite au niveau interne
pour pouvoir envoyer ceux-là, représenter valablement le Bénin à l'extérieur, pour pouvoir améliorer une fois encore l'image de marque que nous avons présentement sur la scène internationale. Donc, le Parlement sera là pour appuyer le gouvernement dans toutes ses actions en matière de positionnement des cadres sur la scène internationale. Merci. La force Cori pour un Bénin émergent, représentée à cette tribune par Salomon Odjo, sur la même question. Je vous remercie. Nous voyons que depuis 2016, le Bénin vit dans une sorte d'autosuffisance diplomatique, où on pense qu'on peut se passer des autres. Et cela a impacté le positionnement de nos cadres dans les différentes institutions sous-régionales et régionales. La dernière à laquelle le Bénin a tenté de faire représenter ou bien de faire élire un de ses enfants ou bien fille en la personne de Mme Ouessavi, nous avons échoué. Cela veut dire que pour pouvoir positionner nos cadres dans les institutions sous-régionales et régionales et internationales, il faut une diplomatie intense. À l'entame, nous l'avons dit, qu'aujourd'hui, notre diplomatie n'est pas intense. Il faut l'intensifier, la redynamiser, afin que, vis-à-vis de l'extérieur, avec nos voisins, que les relations soient bonnes et aux beaux offices. Je rappelle qu'il vous reste 30 secondes. Hein. C'est par rapport au temps d'antenne. Et vraiment, j'avoue que j'ai été surpris. Hein. Je vais opiner sur la mise en alerte du Parlement béninois. 5 secondes. Et vous venez de consommer le temps d'antenne. La mise en alerte qui vous est consacrée. Merci, okay. Monsieur Salomon Odjo, du parti FCBE. On passe maintenant au MPL. Merci beaucoup. La promotion de nos cadres à des postes internationaux est du ressort du pouvoir central. Il est important de préciser que le rôle du Parlement dans cette mission est très négligeable. Le Parlement, à travers le contrôle de l'action gouvernementale, veillera à ce qu'une bonne politique soit mise en place pour aider à ce que nos Béninois, nos frères, qui ont les profils requis et les compétences requises, soient massivement positionnés. Je vous remercie. Et nous évoluons maintenant, nous allons passer à toute autre formation, l'UDBN avec M. Hervé Bonaventure Benaou sur le même sujet. Merci, monsieur le journaliste. Je crois que j'avais déjà opiné sur cette question. Je crois, nous avons déjà dit qu'il faut renforcer à travers des lois de co-construction de la prise en charge des cadres. Il faut travailler sur cette question-là. Mais au-delà de ça, je voudrais dire qu'il y a beaucoup d'instances qui peuvent être utilisées. Le Haut Commissariat des Béninois de l'extérieur, par exemple. Le gouvernement pourra avoir la possibilité d'utiliser suffisamment cette instance-là. Et comme l'a dit mon collègue ou l'ami du MPL, il va falloir, à travers les questions orales, écrites et les interpellations, amener le gouvernement à véritablement promouvoir les cadres, qu'ils soient de l'intérieur ou de la diaspora. Et donc, je crois que le gouvernement fait suffisamment déjà en cette matière-là. Il faut juste renforcer ce qui se fait pour que les Béninois aient davantage plus de visibilité à l'extérieur. Merci. On passe maintenant à Mouel Bénin. Oui, merci. Je pense que, comme l'a dit le représentant du MPL, cette question de représentativité dans les instances internationales relève du pouvoir discrétionnaire de l'exécutif. Et donc, cependant, le pouvoir parlementaire aussi peut l'accompagner à travers peut-être, mais je ne vois pas trop. Parce que, tel que le font les autres États, ils préparent leur cadre. Parce qu'un cadre a beau être proprement ou techniquement bon, il faut forcément Vous avez moins d'une minute. Il faut forcément que politiquement, il puisse
il puisse être aussi accompagné et positionné. Ce qui amène à dire que, à inviter la population à voter massivement, Moël, de nous envoyer pour qu'on puisse aller accompagner l'action du chef de l'État, on puisse aller l'accompagner et à la limite ou alors au besoin contrôler cette action-là pour recadrer cette action dans l'esprit et dans la vision, dans la dynamique qu'est celle du développement général et du bien-être, cette dynamique-là de paix au niveau des populations, pour que les populations vaquent normalement à leurs occupations sans avoir la paix à l'esprit. Je vous remercie. C'est bouclé, vous avez consommé votre temps d'antenne, monsieur Modeste Desroutins de Moël Bénin. L'UP Le Renouveau. Merci beaucoup. Je voudrais dire que toutes les organisations régionales ou sous-régionales ou internationales auxquelles le Bénin est parti, tout va bien parce qu'à aucun moment on ne s'en est retiré depuis tout le temps. Et aussi, c'est qu'il faut travailler à être à jour de nos contributions parce que c'est ce qu'on ne voit pas. Un État a des obligations envers les organisations internationales. Lorsque vous n'êtes pas à jour, cela peut avoir un impact sur la promotion des citoyens de votre pays. Vous avez moins de minutes. Et ce que nous faisons, c'est surtout de donner une image de grandeur au Bénin. C'est le plus important et l'Union progressiste, le renouveau, demande à tout un chacun d'apposer son cachet ici le 8 janvier prochain pour conforter notre majorité à l'Assemblée nationale. Je vous remercie. Merci, monsieur Séphis Béo Aguia. C'était, je rappelle, l'UP Le Renouveau par rapport à votre temps d'antenne. On voit bien, il a été consommé. Pour la question suivante, on fera avec ceux qui sont encore dans la course. On va redonner la parole aux démocrates. Le parti Les démocrates invite le peuple béninois à voter massivement pour la flamme de l'espoir et de l'espérance, son logo, afin que, au soir du 8 janvier, il y ait une assemblée qui ne subira pas le sort connu par l'Assemblée dont le mandat prend fin et qui a fait l'objet de l'alerte du Parlement francophone. Son logo est sur la première rangée des logos. À droite, la femme de l'espoir et de l'espérance. Votez les démocrates le 8 janvier 2023. Le parti BR maintenant avec Mohamed Aguil Chabi Lafia. Merci beaucoup. Je n'ai pas besoin de rappeler que le parti Bloc républicain est aujourd'hui le parti le plus structuré, le plus ordonné en matière de rigueur, de méthode. Donc, je vous invite à voter massivement pour le Bloc républicain, pour faire de ce parti le parti majoritaire au Parlement, pour que nous puissions représenter valablement le peuple béninois à l'intérieur comme à l'extérieur du Bénin. Je vous remercie. On passe maintenant la parole au MPL. Je voudrais rappeler que nous savons pourquoi le Parlement béninois avait été mis sous alerte. On ne peut pas espérer avoir des lauriers après avoir mis en place un Parlement monocolore qui ne reflète aucunement les réalités sociopolitiques de notre pays. Pour ça, il faut que ça change. Et nous sommes clairs que c'est un triste épisode qui doit être gommé de notre processus démocratique. Et c'est pour ça que le Mouvement populaire de libération va à ce scrutin avec son logo que vous connaissez bien, le balai Akiza, et qui est situé en bas, totalement en bas, vers la première position en bas, quand vous quittez la droite vers la gauche. Le balai, tout le monde sait ce qu'on peut faire avec le balai, c'est pour nettoyer. Nous vous donnons le pari alors de nettoyer le Parlement le 8 janvier 2023. Aux jeunes qui viennent d'avoir l'âge pour voter, je vous invite sincèrement à faire le choix juste, le choix qu'il faut pour que notre Parlement soit restauré, notre démocratie soit restaurée, et que nous puissions à un moment donné rompre avec la léthargie, rompre avec la dictature, rompre avec le chômage, rompre avec les velléités d'une révision opportuniste de notre Constitution. Il y a les vérités qui sont là. Je vous invite encore une fois à faire le choix juste. J'espère bien que vous voyez ce que je dis. Le balai, on sait ce que c'est un balai, ce que fait un balai. Il n'y a pas autre choix qu'il faut faire. Le choix qu'il faut, le choix juste qu'il faut, c'est le balai du MPL, le Mouvement populaire de libération. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne fête de fin d'année. Bonne et heureuse année à chers Béninois. L'UDBN. Nous avons dit l'essentiel dans le cadre de ce débat
il faut juste renforcer la lutte contre la pauvreté dans le cadre des actions sociales du gouvernement, renforcer les innovations introduites par le chef de l'État en matière de diplomatie. Il faut également travailler à ce que les outils digitaux soient utilisés suffisamment pour permettre à ce que nous ayons les résultats que nous attendons. Au-delà de ça, je voudrais inviter tout le peuple béninois. J'ai entendu dire sur ce plateau qu'il faut des hommes de qualité pour aller faire de la diplomatie parlementaire de qualité. Ce sont ces hommes de qualité que l'UDBN vous propose. Je voudrais inviter tout le peuple béninois, notamment les jeunes majeurs, les femmes qui sont notre priorité, les jeunes qui sont notre priorité, à faire le geste utile, à voter le maïs nourricier. Nous avons des principes, l'inclusion, l'égalité, l'équité. Nous sommes en train de travailler à ce qu'on légifère autrement. Nous travaillons à ce qu'il y ait un Parlement qui soit basé sur la concertation sociale. Nous travaillons à ce que nous renforcions le blason de l'Institut parlementaire du Bénin. Voilà un outil qui a été pris, mais qui a été abandonné, oublié carrément. Nous pensons que l'UDBN va travailler à ce que nous puissions véritablement et fondamentalement investir sur ces leviers, sur ces chantiers-là. Et c'est pourquoi nous vous invitons à voter massivement, à faire le geste utile, à voter l'UDBN. Vous voyez sur le spécimen, c'est le logo le plus jaune et qui porte le maïs nourricier. Qui dans ce pays ne mange pas du maïs? Qui dans ce pays peut faire la grève avec le maïs? Personne. Et donc faites le geste utile, travaillez à ce que nous fassions la promotion des femmes, des jeunes, d'une autre manière de légiférer dans notre pays. Ne restez pas chez vous, sortez massivement, allez voter, c'est un devoir, un droit citoyen. Accomplissez-le pour le bonheur de notre pays, pour que l'UDBN ait suffisamment de représentants au Parlement. Je vous remercie. Voilà, et la régie me signale aussi qu'il restait 20 secondes de temps d'antenne à l'UP le Renouveau. Monsieur Séfis Béouaguia. Je m'en doutais bien, je vous remercie. Je trouve que il reste à notre pays de bien regarder l'avenir, de consolider les acquis que nous avons pour maintenir le cap. Et ça, c'est l'Union progressiste, le Renouveau, dans son offre politique qui vous présente ce projet. Je vous remercie. Merci à vous. À vous, Loris Freddy, d'abord. Eh oui, Isaac Agbatan, fidèles amis, nous voici au terme de ce débat au cours duquel les 7 représentants des partis politiques en lice ont exposer leurs différents arguments, verbes et exemples pour se faire comprendre non seulement du téléspectateur que vous êtes, mais aussi et surtout de l'électeur. Rendez-vous donc le 8 janvier, au soir du 8 janvier bien évidemment, pour nous convaincre du parti qui aura le mieux convaincu les citoyens béninois. Législative du 8 janvier 2023. Le débat.